Salut Fanis. Salut Marius, tu m'entends? Ouais, impec, est-ce que tu m'entends bien aussi? Ouais, parfait. Super. Comment ça va? Bah ça va, tranquille. Et toi? Ça va bien, ça va bien. Tu m'as dit que tu étais un peu malade, on va essayer de pas Ouais, faire trop longtemps. ça marche, ouais, ouais. Bon. Mais bon, ça devrait aller quand même, mais voilà. Comme ça, au moins, si j'ai des bêtises, je pourrais dire que c'est à cause de ça. C'est ça, ça sera l'excuse. Voilà. Et donc du coup, c'est la deuxième fois que qu'on te reçoit pour parler du Lightning Network. La première fois, on avait parlé un peu de toutes les limites à l'adoption du Lightning Network, la scalabilité, etc. Euh, je sais pas si tu te souviens, c'était il y a un Ouais, moment, carrément. c'était Non, il y a non, très longtemps. bien. Et donc aujourd'hui, je voulais qu'on fasse un deuxième épisode un peu plus poussé et notamment parler de L2, donc qui est, enfin, on va en parler très rapidement. Enfin, justement, on va dédier l'émission à, à ce sujet. Mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais juste rapidement te présenter pour les personnes qui te connaîtraient pas dans l'audience? Ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Fanis. Actuellement, je travaille dans une boîte qui s'appelle LN Market, qui est une plateforme de trading de produits dérivés qui est Lightning native, c'est-à-dire qu'en gros, on peut déposer, retirer avec le Lightning Network, ce qui permet une meilleure expérience pour les traders, on va dire. Et voilà, et puis après, sinon, ben, j'interviens un peu aussi sur de l'éducation, de la vulgarisation autour des fonctionnements de Bitcoin et de Lightning Network. Euh, voilà, très rapidement, qui je suis. Je suis en train d'essayer de trouver ta formation que tu as faite pour Plan B Network. Ouais, J'ai oublié de préparer ce lien. Je l'ai là. Toc. Et tu as aussi un super blog. On a parlé rapidement la dernière fois. Euh, et donc, je vais mettre aussi le lien. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi ton projet avec ce blog, avec ce site? ouais, carrément. Bah, donc là, ça fait un peu quelques temps que j'ai pas publié dessus, mais je compte le reprendre bientôt. Et en gros, l'idée, c'est bah, à la base, je l'utilisais pour, voilà. En gros, moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand je creuse un sujet, et donc notamment Bitcoin et Lightning, c'est comme ça que ça s'est fait aussi. J'aime bien aussi en profiter pour le vulgariser parce que c'est ça qui permet de vraiment comprendre ce qui est clair pour moi en le réexpliquant après. Et c'est comme ça d'ailleurs, par exemple, que j'avais vraiment creusé comment fonctionne Lightning, et c'est à ce moment-là que j'avais fait la formation dont tu as parlé plus tôt. Et je faisais aussi, il y a quelques temps maintenant, une newsletter hebdomadaire autour de Lightning, qui était publiée à la fois sur le blog de LN Market et sur mon blog perso, qui pour l'instant est en pause, parce que le rythme hebdomadaire était un peu trop exigeant par rapport à tout le reste. Mais, euh, mais voilà, peut-être que ça reviendra un jour. Ok. Et donc, tu avais participé à Faune Radio il y a un moment et vous aviez reprécisé que ton nom, enfin, que la majorité des gens prononçaient mal ton nom. Donc, peut-être on peut se servir de la visibilité de Cryptost pour remettre cette vérité. Donc, on Ouais, prononce Michalakis. Michalakis, ouais, tout à fait. C'est le même CH que dans Choral, par exemple. Ok, non, mais voilà, je voulais juste le mentionner rapidement. On va pas Ouais, non plus faire merci. toute l'émission dessus, mais voilà. Et donc, je viens aussi d'épingler un petit commentaire où je vous ai mis les liens des rediffusions de cette émission de pair à pair. Donc, il y a récemment, j'ai pas encore fait l'annonce sur Twitter, mais le dernier épisode sur les silent payments qui est sorti, on avait reçu Nicolas Cantu la semaine dernière. Et c'est déjà disponible sur les plateformes de streaming et sur YouTube. Et il y a aussi évidemment le Discord où si vous écrivez UTXO dans n'importe quel dans n'importe quel chan, en minuscule, donc UTXO, ouais, UTXO tout simplement. En minuscule, ça vous donnera accès à un chan un peu privé, un peu underground, où on parle essentiellement de Bitcoin et de l'émission. Donc voilà, pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Et voilà pour l'introduction un peu relou. On va commencer directement dans le cœur du sujet. Je voulais te poser une question avant de vraiment essayer d'introduire L2. C'est est-ce qu'il y a encore des personnes qui te disent que Lightning Network ne fonctionne pas ou que
comment dire, ou qui pensent que c'est pas encore live et que c'est pas encore utilisable? Ou est-ce que enfin, tu reçois plus de commentaires comme ça? Euh, Moi, personnellement, non. Mais j'ai l'impression d'en voir encore passer. Mais voilà, plutôt sur, tu vois, dans les commentaires YouTube, sur d'autres vidéos ou bien sur Twitter. Mais j'ai l'impression que globalement, c'est plutôt des gens qui n'ont pas vraiment regardé depuis 2 ans, quoi. Mais non, j'ai personne qui vient me voir directement pour me dire ça. Euh, voilà. J'ai plus l'impression que pour le dire crûment que c'est des shitcoiners qui qui n'ont pas regardé où ça en est depuis les 2 dernières années, quoi. Ouais, même perso, j'ai l'impression aussi, il y a des personnes qui sont, bah, c'est des shitcoiners, mais qui en ont entendu parler de la part d'un influenceur ou autre, et donc ils répètent un peu bêtement ce qu'ils disent sans avoir vérifié que, au final, ça fait 3-4 ans que c'est facilement utilisable. Ouais. Mais Donc, d'ailleurs, ce qui est cool, je trouve, c'est qu'il y a aussi beaucoup de, ce que j'appelle plus affectueusement des shitcoiners, enfin des gens qui, voilà, tu vois, qui sont très curieux, on va dire, sur tout l'écosystème crypto, mais qui commencent aussi à regarder Lightning et à peut-être même l'utiliser pour du paiement, etc. Et donc c'est cool, quoi. Ça prouve que Lightning franchit un certain espace d'adoption et qui touche un peu plus de monde que juste les Bitcoin Maxi, parce que c'est un peu plus ça au début, quoi. ouais, bah, même nous, enfin, chez Cryptos, on a une version, enfin, on a un abonnement où on vient, comment dire, étudier plus précisément tout l'univers des crypto-monnaies, que ce soit la partie investissement, enfin, trading, etc., et la partie fondamentale de plein de projets divers et variés sur les cryptos. Et ben, on a même fait aussi un truc sur le Lightning Network il y a un moment, je crois que c'était même avant que moi je rejoigne Cryptost. Donc je suis absolument pour rien. Mais, et donc c'est cool que même comment dire, des communautés qui sont autant intéressées par Ethereum ou d'autres euh, parlent quand même de Lightning, même si ça reste enfin, très minime. Mais ouais. Ouais, carrément. Et donc pour mieux introduire, peut-être, est-ce que tu pourrais nous rappeler quelles sont les limites du Lightning Network, celles qu'on rencontre actuellement, enfin que les développeurs rencontrent, que toi tu rencontres dans ton travail? Ouais, bon, il y en a de plusieurs types. Je pense que les principales limites encore aujourd'hui, ça va être tout ce qui est, d'une part, gestion de la liquidité, donc sur Lightning par exemple, et donc ça notamment aussi, ça va beaucoup concerner les commerçants au sens large. Donc par commerçant, c'est quelqu'un qui veut utiliser Lightning pour recevoir de l'argent. Donc ça peut être le sens strict de commerçant, ça peut être un créateur sur Internet qui veut recevoir des dons de sa communauté, ce genre de choses. Et si on veut le faire de manière souveraine, en gros, il faut obtenir ce qu'on appelle de la liquidité entrante, et ça, c'est pas facile. Enfin, c'est pas facile, c'est pas trivial. Donc, il y a des moyens de plus en plus d'en obtenir, des services qui sont développés, mais ça reste un point un peu compliqué. Il y a tout ce qui est gestion des canaux. Donc, ça rejoint un peu aussi la gestion de la liquidité. Il faut faire en sorte d'avoir la liquidité bien placée quand on en a besoin. Euh, Puis après, il y a, je pense aussi toute la partie un peu complexité euh, du protocole qui, qui est un peu inhérente au protocole, mais qui fait que voilà, on sent qu'on est encore un peu dans une phase de maturation, même si c'est de plus en plus mûr, bien sûr. Mais il n'y a pas si longtemps encore, on pouvait avoir, tu vois, pour la partie développeur, on pouvait avoir encore des force clauses intempestives qui étaient générés par des bugs, etc. Donc maintenant, ça commence à aller de mieux en mieux. Ce dont je parle, c'était il y a peut-être un an. Mais voilà, il y a ce genre de choses et sur lesquelles L2 peut aussi jouer, par exemple. Et au niveau de la scalabilité, Ouais, comment est-ce que enfin, tu imagines que Lightning va évoluer? Parce que la limite, c'est celle au final de Bitcoin, donc du L1, où on peut pas avoir, enfin, tout le monde ne peut pas avoir une infinité du TXO, il y a une limite. ouais, Est-ce que tout tu à fait. penses que Lightning pourrait remplacer ça ou Bah, du coup, améliorer c'est ça? vrai que c'est pas un problème qui se pose euh, fortement actuellement parce que l'usage est encore relativement limité. Mais
c'est une des faiblesses de Lightning qui est reconnue dès le white paper de Lightning, qui est que Lightning en l'état, ça permet de faire des canaux entre deux personnes. Donc en gros, on a une UTXO partagée entre deux personnes. Et du coup, si on voulait utiliser Lightning pour scale Bitcoin à des millions d'utilisateurs, on pourrait tout simplement pas parce que ça prendrait, sans même parler des limites au nombre d'UTXO total sur Bitcoin, euh, on aurait enfin, en supposant qu'on ne publierait que des transactions d'ouverture de canaux sur la blockchain Bitcoin, ce qui ne serait forcément pas le cas, ça pourrait prendre des années pour pouvoir ouvrir un canal pour tout le monde. Donc il y a ces limitations-là qui sont assez importantes, effectivement, et sur lesquelles L2 peut être assez décisif. Et d'ailleurs, pour ces problèmes de gestion de liquidité, de scalabilité, il y a notamment un wallet que je trouve très intéressant, même si j'utilise assez peu, c'est BitKit, qui eux permettent directement d'avoir de la liquidité en entrante quand on crée un portefeuille Lightning, mais on a toujours quand même cette UTXO on-chain, donc on a toujours cette difficulté-là. Et pour passer le bonjour à Théo Mogenet qui est dans l'audience, il y a notamment les wallets comme celui de Bull Bitcoin qui est en création, qui fait une sorte de mix entre Liquid et Lightning, où vous avez des fonds sur Liquid, mais qui peuvent être envoyés aussi sur Lightning Network via des side swaps. Et donc, ça utilise Lightning juste pour la transaction, juste pour le transfert. Mais les fonds restent sur Liquid, donc il n'y a pas cette limite des UTXO. Est-ce que tu penses que c'est ce genre vers ce genre d'utilisation qu'on se dirige, que ce soit Liquid ou une autre sidechain ou un autre L2 qu'on pourrait créer plus tard? Euh, je sais pas. Enfin, oui, je pense que c'est indéniable que au moins une partie de l'écosystème, on va dire, se dirige vers ce type de solution-là. On l'a vu de plus en plus, il y a une sorte de narratif autour du fait que Lightning serait le liant entre divers protocoles ou diverses solutions construites au-dessus de Bitcoin. Et qu'en gros, ce serait un peu le langage commun que parleraient ces différents protocoles pour envoyer de l'argent d'un protocole à l'autre. Donc, par exemple, on pourrait avoir quelqu'un qui a de l'argent sur Liquid, donc des LBTC, qui veut envoyer 1000 sats à quelqu'un qui est sur une mint eCash. Et ben, du coup, typiquement, ça va passer par on va faire un swap des LBTC vers du Lightning et on va envoyer les sous via Lightning vers la mint du destinataire. Et là, la mint va recevoir les sous et les créditer au destinataire sous forme de token cash. Et donc finalement, on a deux protocoles complètement différents aux deux extrémités et qui ont pu se parler en passant par Lightning au milieu. Euh, c'est intéressant comme narratif et comme application de Lightning, et je pense qu'elle a complètement vocation à se développer, et il y a encore beaucoup d'espace pour ça. Le seul truc auquel il faut, à mon sens, être un peu attentif, c'est à ce que ça ne soit pas une excuse pour éviter de regarder en face certaines limitations à Lightning. C'est-à-dire que au début, Lightning a vachement été vendu comme étant un réseau qui serait pair à pair, euh, entre voilà, gens normaux, quoi, pas entre entreprises ou entre entités un peu plus larges, vraiment entre deux personnes normales, et que ça allait scaler comme ça. Et, bon, et donc, du coup, il y a eu après ce contre-narratif un peu qui est que bah non, finalement, Lightning, c'est très utile pour faire euh, une forme de B2B un peu entre des grandes entités, donc des sortes de protocoles ou des choses comme ça, qui ont chacun un groupe d'utilisateurs, et ensuite, entre ces deux groupes d'utilisateurs, on utilise Lightning pour envoyer de l'argent. Euh, je pense qu'on peut avoir une coexistence de ces deux narratifs et qu'il ne faut pas se concentrer sur le second parce que sinon on peut. Enfin, ça enlève un peu d'intérêt à faire certains développements sur Lightning ou même sur Bitcoin euh, qui peuvent être quand même intéressants. Oui, clairement. Bah, je pense que de toute façon, le développement de Lightning accompagnera Bitcoin. Et donc ensuite, si on peut faire ce même mécanisme avec Liquid, mais aussi avec d'autres Layer 2 ou autres sidechains comme Citria, ce qui fait sur
sur BitVM ou RGB ou autre. Je pense que ça pourrait être plutôt intéressant, mais quoi qu'il arrive, euh, je pense que Lightning restera quand même au cœur de tout. Et bah voilà, écoute, si t'as pas rien à rebondir sur ce sujet, euh, Euh, on peut Là, non, changer. tout de suite. Mais oui, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Euh, Ouais. ouais. Et donc ça, c'était pour les limites du Lightning Network. Et donc il y a cette proposition qui s'appelle L2, Mhm. qui je crois fait un moment, ça fait plusieurs années que c'est en discussion. Il y a Ouais. des vidéos de Antonopoulos qui datent d'il y a 6 7 ans, je crois, qui parlent de ça. Donc on est loin de l'avoir encore. Est-ce que tu peux nous en parler euh, peut-être dans un premier temps juste vaguement et ensuite aller de plus en plus dans le détail? Ouais, carrément. En gros, L2, c'est un autre nom de L2, c'est LN symétrie. Donc ça permet un peu plus de mettre le doigt sur la différence. Et en gros, le but, c'est de permettre de euh, mieux scaler Lightning en facilitant certains aspects du protocole, ce qui permettrait d'avoir, par exemple, plus facilement ce qu'on appelle des channel factories, donc des usines à canaux, où plutôt que d'avoir un canal égal à juste deux personnes, et donc on est un peu limité dans la scalabilité parce qu'en gros, on partage une UTXO entre deux personnes, on pourrait avoir euh, un canal dans lequel se trouve en fait plein de canaux. Et donc du coup, on aurait une seule UTXO on-chain, mais qui pourrait représenter in fine des centaines, des milliers de canaux. Donc après, euh, les gains de scalabilité exacts qu'on peut faire dépendent un peu de ce qu'on fait. Donc de est-ce qu'on a juste L2, est-ce qu'on a aussi des trucs en plus, etc. Et, enfin, en gros, il y a L2 qui est une brique, mais après, on peut développer des protocoles plus ou moins raffinés avec, euh, avec ce genre d'outils. Euh, et donc voilà, donc L2, c'est une proposition. Enfin, en général, on mélange un peu L2 qui est en gros une architecture alternative pour le Lightning Network avec le soft fork qui est une condition nécessaire à L2 qui est Any Prevout, donc on abrège parfois APO, qui lui est un soft fork sur Bitcoin qui permet de faire L2 mais qui permet aussi de faire d'autres choses. Je sais pas si c'est très clair. Mais Je, en gros, L2, ouais, c'est une, euh, une architecture alternative pour Lightning qui permet de mieux scaler le, les UTXO par personne, quoi, de permettre d'avoir des gros canaux qui réunissent pas juste deux personnes, mais des centaines potentiellement. donc ce serait pas des canaux multidirectionnels, mais c'est plus un grand canal avec plein de petits canaux à l'intérieur, comme une sorte de fédération de canaux ou pas? Ouais. Alors après, en fait, on peut faire plusieurs choses différentes, et donc il y a notamment des propositions comme il y a celle de John Law, là, les euh, timeout trees, je crois qu'ils appellent ça, où en gros tu peux avoir des constructions qui sont plus ou moins efficaces en termes d'empreinte on-chain, mais avec parfois tu peux avoir des ça peut avoir des conditions qui sont par exemple d'avoir un LSP au milieu, qui est trustless, mais qui est quand même, en gros ça marche particulièrement bien tant que le LSP il est toujours actif, et on a un fonctionnement dégradé quand le LSP n'est plus là. Mais oui, en gros, c'est ça. Ça permettrait d'avoir un gros canal, ce qu'on appelle la Channel Factory. Et dans ce canal, en fait, donc c'est un gros canal entre guillemets entre 100 personnes, je dis n'importe quoi. Et après, en fait, au sein de ce gros canal, tu peux avoir deux à deux des petits canaux, mais qui sont eux jamais représentés on-chain. Ils sont représentés dans le plus gros canal lui-même. Donc est-ce que ce serait plus une structure en trois couches Ouais, avec si on veut, on peut voir ça comme une forme de L3 un peu. parce que ça ferait Euh, des canaux de paiement sur les canaux de paiement eux-mêmes? ouais,
Ok. Ok. Et est-ce que c'est différent de, peut-être ça n'a aucun rapport, mais de la manière dont Breeze, le wallet fonctionne? Parce que j'ai jamais vraiment compris comment Breeze fonctionnait. Je sais pas si Euh, tu sais. tu parles de Breeze. Enfin, pour moi, Breeze, ça fonctionne de manière relativement similaire à Phoenix. Ok. Donc, c'est-à-dire que tu as un LSP au milieu et le wallet Breeze t'ouvre un canal automatiquement avec le LSP, qui s'appelle aussi Breeze en l'occurrence. Euh, Puis après, tu as tous les trucs où tu as t'as Breeze qui est en partenariat avec Blockstream là, et Greenlight. Dernièrement qui fait pas mal aussi de développement, mais là où c'est quelque chose de différent, c'est un nœud Lightning dans le cloud, entre guillemets, avec certaines garanties sur le fait que la clé privée, elle reste côté utilisateur, sur le device de l'utilisateur. Euh, donc c'est relativement trustless. Et donc, je sais pas si c'est à ça que tu fais référence, mais Euh, je sais, je sais pas parce que ce Breeze, par exemple, quand tu ouvres ton canal ou quand tu veux ouvrir, quand tu fais du splicing ou splice out, tu payes vraiment très peu de frais. J'ai l'impression que c'est moins qu'une transaction on-chain, ou c'est peut-être parce que j'avais fait ça pendant que les frais étaient très bas. Mais il me semblait que j'avais payé genre d'accord. 2500 sats pour Ouais, ouvrir mais le canal. ça pouvait être ces montants-là à une époque, effectivement. Ok, Non, pour moi, c'est vraiment assez similaire à Phoenix. ok, d'accord. Et donc tu disais pour qu'on arrive à avoir L2, une des propositions c'était d'avoir Apo. Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ça? Quelles seraient les conséquences? Est-ce que ça fait partie des propositions de Covenants? Est-ce que c'est dans Ouais. euh, tout cet ensemble? Du coup, pour répondre à cette question-là, avant d'expliquer Apo, en gros, Apo a été dernièrement, il y a, je sais pas, sur les dernières 2 années, et un peu rejoint aussi le débat sur les covenants, parce que on s'est rendu compte, c'est Anthony Towns, je crois, qui s'est rendu compte de ça, ou enfin, en tout cas, qui est le premier que j'ai vu en parler sur les mailing lists, qu'on pouvait émuler CTV, donc qui est un peu l'une des propositions de Covenant historiques de ces dernières années, qui était la proposition de Jeremy Rubin. Et donc il s'est rendu compte en Tony Towns qu'on pouvait émuler CTV avec Apo. Donc c'est un peu moins efficace certainement, mais ça marche, quoi, on peut le faire. Et donc Apo, donc le nom complet donne un peu un indice sur ce que c'est. Donc c'est Any Prevout. Et donc, pour comprendre ce que ça veut dire, il faut regarder que par défaut, euh, donc quand on fait une signature quand on fait une transaction Bitcoin, il faut la signer et on peut décider de ce sur quoi la signature porte. En gros, euh, et par défaut, on va signer toute la transaction. C'est-à-dire qu'en gros, si on change n'importe quelle partie de la transaction, la signature n'est plus valide et il faut resigner. Donc ça, c'est le comportement par défaut. Mais on peut, en utilisant ce qu'on appelle des SIGASH flags, donc on peut euh, indiquer que on ne signe pas toute la transaction, mais seulement une partie. Et donc il en existe quelques-uns. Et donc Apo, Eni Prevout, lui en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il dit que il fait en sorte que la signature n'engage pas sur l'output qui est dépensé par la transaction. Traditionnellement, l'output qu'on va dépenser dans une transaction, euh, il est clairement identifié dans la signature, entre guillemets. Donc la signature s'engage sur quel output précis on va signer avec le hash de la transaction précédente. Et là, dans Any Prevout, en gros, on retire cette condition. Et donc, la transaction peut dépenser n'importe quel output à condition que le script de déverrouillage de l'output soit le même. De l'input, ouais, soit le même. Mais donc ça relâche pas mal les conditions de dépense. Il faut juste qu'on ait quelque chose qui soit le même, qui ait le même script de déverrouillage. Et c'est bon, on n'a pas besoin d'avoir exactement la même UTXO. Donc ça, c'est AnyPrevout. Et
c'est utilisé dans L2 en gros pour permettre de supprimer toute une part de la complexité de la manière dont on fait évoluer l'état d'un canal, ou dans Lightning, le protocole tel qu'il existe actuellement. Quand on fait évoluer l'état d'un canal, il faut signer, les deux parties se mettre d'accord sur ce qu'on appelle des transactions d'engagement, mais les transactions d'engagement sont asymétriques, c'est-à-dire que chaque partie en a une légèrement différente. C'est un peu les miroirs. Donc, si on a un canal entre Alice et Bob, la transaction d'engagement d'Alice est un peu le miroir de celle de Bob. Et, euh, et c'est cette asymétrie qui permet de faire le justice system de Lightning, qui fait en sorte que quand quelqu'un essaye de tricher en publiant un ancien état du canal, l'autre partie peut le punir en récupérant tous les sous. Mais l'inconvénient de ça, c'est que euh, bah, c'est ça qui limite fortement le nombre de participants dans un canal. Euh, et là, avec Any Prevout, on peut en gros euh, faire en sorte que si quelqu'un publie un ancien état du canal, un autre participant du canal peut publier un état plus récent on-chain, et ce jusqu'à ce que ce soit le dernier état en date qui soit publié. Et donc ça permet de s'assurer que personne ne peut tricher, mais avec uniquement des transactions d'engagement qui sont symétriques. Et donc du coup là qu'on ait deux utilisateurs ou qu'on en ait 10, on a à peu près le même nombre de signatures. Le nombre de signatures à réaliser à chaque changement d'état du canal, il croît de manière linéaire avec le nombre d'utilisateurs, ce qui est tout à fait acceptable, alors que dans le cas de Lightning actuel, il croît de manière exponentielle, ce qui est très limitant. Et quels seraient les dangers enfin, comment dire, d'une implémentation de Apo ou de L2 de manière générale? Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas encore si c'est une proposition Euh, qui est autant suivie? Bah alors globalement, moi j'ai l'impression qu'il commence à y avoir un consensus quand même. Enfin, c'est plus une question de est-ce qu'on veut faire ça, est-ce qu'on veut faire autre chose. Il y a quelques points. Il me semble que ça a des impacts en termes de privacy. Donc c'est-à-dire qu'en gros, tu vois quand c'est une dépense qui utilise Any Prevout, tout simplement, ne serait-ce que parce que ben, c'est un nouveau SIGAsh flag, etc. Donc ça, c'est carrément des nouvelles clés publiques. Donc c'est clairement visible. Euh, le... Mais c'est la- visible on-chain? Ouais, ouais, c'est visible on-chain. En gros, quand il y a un Ok, spend avec Any Prevout, c'est visible que ouais. c'est un spend avec Any Prevout. Donc ça peut leaker. Enfin, tu vois, si... En gros, typiquement, ce que ça... Pour se mettre dans le cas de protocoles comme L2 qui utilise Apo, ce qui transparaît, c'est qu'a priori, si tu vois un spend qui utilise Any Prevout, il y a eu quelque chose de non collaboratif qui s'est passé. Donc tu sais qu'il y a eu un truc voilà, qui a merdé dans le protocole parce que sinon on essaye d'éviter euh, de, de faire des dépenses qui utilisent AnyPrevout on-chain. Donc c'est vraiment, en gros, on utilise, c'est un peu comme dans Lightning actuellement, tu vois, on utilise la Bitcoin on-chain comme ultime recours pour régler un désaccord. Et donc à ce moment-là, c'est visible on-chain qu'il y a eu un désaccord. Euh, Et après, il y a aussi, je crois, des questions de malléabilité, mais ça, c'est assez bien géré. C'est juste qu'il faut faire attention quand on utilise Apo dans un protocole, parce que du coup, comme je disais, ça relâche quand même pas mal les conditions de dépense. Donc, tu peux avoir quel, euh, tu peux dépenser n'importe quel UTXO à condition qu'elle soit déverrouillable par le même script que la transaction initiale. Et donc ça veut dire que potentiellement, vu que c'est le même script, tu peux rejouer des signatures, tu peux réutiliser une même signature deux fois, euh, pas sur deux transactions différentes. Et donc, mais pour éviter ça, il suffit de changer de redériver une nouvelle clé à chaque fois suivant un protocole déterministe défini. Et on fait déjà ça dans Lightning, et donc c'est déjà prévu dans L2. Donc il n'y a pas trop de, pour moi en tout cas, il n'y a pas vraiment de vraies grosses raisons identifiées aujourd'hui pour dire on fait pas Apo. Et après, il y a aussi le côté, maintenant qu'on s'est rendu compte que on peut émuler CTV, euh, bah, j'imagine qu'il y a aussi quand même l'argument des gens qui veulent pas CTV, qui est que ben, si on peut faire CTV avec Apo, bah, je veux pas Apo non plus. Et donc il y a ce côté un peu
Maintenant, du coup, Apo se retrouve un peu mélangé avec toutes les propositions de Covenant et donc souffre des mêmes, reçoit un peu les mêmes critiques que CTV de ce point de vue-là. Donc, si, en gros, pour dire que les raisons de ne pas faire Apo, à mon avis, aujourd'hui, sont principalement les mêmes de ne pas faire CTV, quoi. Ok. Et j'avais justement écrit un article il y a quelques semaines sur le sujet. Pareil, je voulais épingler pour les curieux. Mais est-ce que enfin, tu pourrais nous dire rapidement quels sont les problèmes de CTV? Parce qu'il me semble que c'est pas un, un opcode qui pourra permettre de la récursivité, c'est-à-dire de faire des covenants infinis. Il me semble que justement pour CTV, c'était à la différence de Opcat, on ne peut pas faire de covenant récursif. Est-ce que j'ai bien compris? Ouais, ouais, t'as bien compris. CTV, en gros, c'est tu t'engages sur le hash de la transaction qui va dépenser les fonds, pour faire simple. Donc, en gros, tu as des fonds qui sont actuellement loqués et que tu peux dépenser qu'avec une certaine transaction assez précise. Euh, et donc, tu n'as aucune récursivité là-dedans. Et l'inconvénient principal qu'y voient certains, c'est que bah, ça permet de faire, entre guillemets, de la censure sur le Bitcoin. Moi, je trouve qu'il est relativement léger cet argument parce que, encore une fois, euh, c'est la personne qui reçoit les fonds sur une adresse avec des covenants qui choisit quel est le covenant sur cette adresse. Parce que c'est littéralement encodé dans l'adresse. Donc en gros, c'est toi, quand tu vas recevoir des bitcoins, qui choisis si tu veux qu'il y ait un covenant CTF sur ces bitcoins-là ou pas. Et donc ça, à ce moment-là, toi, tu peux avoir différentes raisons de le faire. Ça peut être par exemple parce que tu veux euh, ben, avoir un système de coffre-fort, par exemple, un peu sécurisé, où tu es sûr que même si la clé leak, une clé privée part dans la nature, les fonds ne pourront pas être dépensés n'importe comment directement. Ce genre de choses-là. Mais à mon sens, j'ai l'impression que c'est un peu que les critiques sur CTV sont pas si fondées que ça. J'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour maintenant. Une autre critique, en fait, donc ça c'est le versant des critiques qui disent qu'il faut pas le faire parce que c'est dangereux. Puis après il y a l'autre versant qui est presque, j'aurais presque tendance à dire qu'il est un peu plus fondé, qui est de dire que CTV ça fait pas assez. Parce qu'en fait, du CTV, c'est vraiment pas, comparé à d'autres propositions de Covenant, c'est pas très modulable, on va dire. Euh, c'est assez, entre gros guillemets, bourrin, mais en fait, c'était fait à dessein par Jeremy Rubin initialement. C'était parce que ça fait quelque chose d'assez. Euh, c'est très clair ce qui se passe, quoi. On n'a pas trop de risque de faire un truc qu'on n'avait pas prévu. Et ouais, c'est enfin, ce que j'avais cru comprendre pour CTV, que c'était au final pas très impactant, mais que justement c'était limité. Et pour la scalabilité de Lightning, donc pour revenir sur le sujet de base, CTV pourrait permettre de justement faire des partages du TXO avec des canaux qui sont multidirectionnels, mais l'utilisateur devrait quand même avoir un UTXO on-chain pour pouvoir payer les frais de transaction. Je crois que c'est Peter Todd donc Satoshi Nakamoto au final, qui a rapporté ça, qui en avait parlé. Je sais pas, est-ce que c'est vrai ou est-ce que ça a été débunk depuis? Je suis pas sûr, mais c'est possible que ce soit vrai, ouais. Euh, Là, comme ça, je sais pas, et je voudrais pas dire une bêtise, mais c'est fort possible, ouais. Ok, ouais, donc ça montre bien que bah, c'est sûr que ça pourrait permettre plus de scalabilité pour les personnes qui utilisent déjà euh, Lightning, mais que si c'est encore d'actualité, ça ne scalerait pas pour des milliards d'utilisateurs. Ouais, mais en fait, justement, il y a des propositions c'est un peu ce dont je parlais un tout petit peu au début. Il y a des propositions justement de protocoles Lightning, enfin, on va dire, voilà, qui se rapportent à Lightning, où en gros on suppose qu'on a Apo et ou CTV, et à ce moment-là, si on accepte qu'il y ait un coordinateur qui soit nécessaire au milieu du protocole, donc typiquement un LSP, alors ça peut simplifier pas mal de choses parce qu'en gros on peut avoir plein de canaux entre, je sais pas moi, 1000 personnes, et donc chaque personne a un canal avec ce coordinateur. Donc c'est des canaux qui sont, il y a une seule UTXO on-chain,
Et avec le Covenant, on peut représenter tous ces canaux-là au sein de cette UTXO. Et le fait que le LSP soit au milieu de tout ça permet de lui, déléguer l'essentiel de la gestion. Euh, et donc typiquement, ça permet de faire en sorte que les utilisateurs, ils n'ont pas besoin de se connecter fréquemment. Ils peuvent se connecter, je ne sais plus quelle était la période, mais donc ça, la proposition dont je parle, c'est les timeout trees de John Law. Et donc les utilisateurs peuvent se connecter, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que c'est genre quelque chose comme une fois par mois, ce qui est, voilà, c'est un peu comme si tu checkais ton compte en banque une fois par mois, ça me paraît raisonnable. Euh, la gestion des frais, elle peut être déléguée au, au coordinateur. Et puis l'un des autres problèmes aussi qu'on peut avoir avec les implémentations un peu plus naïves des Covenants pour faire des channel factories, c'est dans le cas où quelqu'un veut sortir de la factory. Parfois, tu peux avoir besoin de publier une part un peu importante de la factory on-chain pour pouvoir régler ça. Et ben, quand tu as un coordinateur, tu peux facilement faire sortir des gens de la factory s'ils veulent récupérer leurs sous et partir on-chain sans avoir besoin de faire sortir qui que ce soit d'autre. Euh, donc voilà, plein de trucs comme ça qui sont assez sympas, avec ce bémol-là que tu as un coordinateur au milieu. Et je trouve qu'on retombe un peu sur des trucs qui commencent à ressembler un peu à Arc, même si après au final c'est un peu différent. Mais on retrouve un peu ce coordinateur au milieu qui permet de faire en sorte que tout marche bien et qu'il n'y ait pas trop de besoin d'interactivité entre les utilisateurs. Mais est-ce qu'avec ce coordinateur, on est quand même trustless et on peut Ouais, sortir, entrer en gros, il ne peut pas voler les fonds. Ok. Euh, donc ce que ça facilite aussi, que je parlais d'interactivité, c'est le fait que dans la plupart des implémentations que j'ai vues, enfin, des propositions pour faire des channel factories, on a beau réussir à scaler à, je sais pas, 1000 utilisateurs. euh, Enfin, en gros, on scale bien parce que on a des transactions d'engagement qui sont symétriques, on n'a pas une explosion du nombre d'états assignés. Mais par contre, le setup, souvent, il peut requérir que tout le monde soit en ligne au moment du setup. Ce qui est quand même, si tu commences à faire des grosses factories à 1000 personnes, ça commence à devenir un peu chaud. Alors que les trucs avec les timeout trees et un coordinateur, il peut récupérer les signatures une par une au fur et à mesure, par exemple. Et donc lui, il peut pas rug, il peut pas voler les fonds. Tout ce qu'il peut faire, c'est arrêter de participer. Et à ce moment-là, on peut revenir on-chain. Donc ça va être très coûteux par contre, parce que du coup, il va falloir effectivement, là pour le coup, on a une seule UTXO, il va falloir la dépiler pour récupérer toutes les plus petites UTXO individuelles, entre guillemets. Donc ça, en gros, c'est le cas le pire et coûteux. Mais le cas où... mais même s'il est coûteux, chacun peut repartir avec ses fonds, moins les frais qu'il a fallu payer pour les récupérer. Donc c'est un peu ça le sujet souvent. Et dans le cas où tout va bien, par contre, on est très efficace en termes d'empreinte on-chain, tout en ayant la garantie qu'on ne peut pas nous voler les fonds. Ouais, parce qu'au final, ça fait un peu comme un wallet custodial, sauf que ça ne l'est pas. Ouais, Et si vu on, que, enfin, du coup, il n'y tu a veux rien dire en qui se termes voit, quoi. d'utilisation, quoi, d'expérience utilisateur. Oui, voilà, ouais, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Ouais, ça Et, commence à s'en rapprocher beaucoup, ouais, effectivement. mais de toute façon, j'ai l'impression que la limite pour vraiment avoir quelque chose de non custodial et de sécurisé, décentralisé, résistant à la censure, etc., c'est que quoi qu'il arrive, on est toujours obligé d'avoir cette sortie on-chain Ouais. à un moment donné. Et si on l'a pas, bah justement, on n'est plus sécurisé. Et que c'est Bah, ce retour au L1 qui est important. ouais, et c'est un peu le paradoxe, moi je trouve, de toutes ces discussions-là. Et honnêtement, je sais pas si on l'a vraiment tranché, ce paradoxe-là. Qui est qu'en gros, le but, c'est de faire en sorte que... euh, en gros, on part du constat que il n'y aura pas une UTXO pour tout le monde, c'est pas possible. Et donc, on essaye de créer des protocoles qui permettent de garder le côté self-custodial de Bitcoin, mais sans que tout le monde ait son UTXO, mais tout en ayant comme hypothèse de fonctionnement de base dans tous ces protocoles que le côté self-custodial est atteint en permettant à chacun de récupérer une UTXO en propre on-chain si jamais il doit y avoir un problème. Et donc on a une forme de paradoxe parce qu'en gros, la solution qui permet de garder le côté self-custodial, c'est le problème qu'on essaye de résoudre initialement. Euh, donc à voir à quel point aussi ce type de protocoles-là sont pertinents. Je pense qu'on peut
assouplir le paradoxe en observant que euh, tant que tous les cas le pire, tant qu'on n'a pas besoin de résoudre des conflits sur toutes les, tous les channel factories, sur tous ces protocoles en même temps, auquel cas du coup il y aurait beaucoup de monde on-chain d'un coup, tant que c'est pas ça, tant que c'est pas l'apocalypse complet, euh, bah, ces protocoles permettent effectivement d'alléger et de mieux répartir la charge on-chain. Euh, et donc a priori on y gagne quand même. Mais c'est pas complètement. Enfin, on sent bien, je trouve qu'il y a. On n'a pas encore touché quelque chose de complètement satisfaisant. Et peut-être que c'est juste un problème impossible. Et c'est pour ça qu'on n'y arrive pas, quoi. Mais... De ce que tu dis, c'est si jamais il y a un coordinateur enfin, qui a 1000 utilisateurs, qui eux ont un problème, bah, les 1000 personnes peuvent retourner on-chain et les frais seront relativement normaux. Mais si c'est tout le réseau Lightning avec potentiellement plusieurs millions de personnes, ou un coordinateur entier, genre A5, A5 qui a je sais pas combien d'utilisateurs, et qui doivent tous retourner on-chain en même temps, bah là, ouais, du coup, ça fait de la congestion on-chain et ça augmente les frais, et donc on revient au même problème. Est-ce que c'est ça Ouais, que tu veux dire? c'est un peu ça. Et puis même sans parler de coordinateur, tu vois, si on suppose qu'on a des super covenants qui permettent de faire des trucs, voilà, des covenants très expressifs, qui permettent de faire des trucs très complexes avec des protocoles sans coordinateur. euh, Tous ces protocoles-là reposent toujours, in fine, sur le fait que, tu vois, la garantie qui fait qu'on dit c'est self-custodial, vous inquiétez pas, ça repose toujours sur le fait que chaque utilisateur peut sortir de manière autonome du protocole pour récupérer un UTXO on-chain. Mais par définition, tu vois, l'intitulé de notre problème, c'est qu'a priori, ils ne peuvent pas tous le faire en même temps, puisque c'est le problème qu'on voulait justement régler initialement. Et donc ce que je dis, c'est que ce truc-là a l'air de fonctionner uniquement si bah, on n'a pas, tous les utilisateurs n'ont pas besoin de repasser par on-chain en même temps. Et est-ce que justement d'autres covenants, ceux qui peuvent être créés à partir de Opcat, par exemple, qui est l'autre proposition la la plus populaire, donc on a parlé de Apo et de OpCTV, mais il y a aussi Opcat qui est très discuté. Est-ce que Opcat, selon toi, pourrait résoudre ce problème? Ou est-ce que, enfin, beaucoup de personnes disent aussi que ça peut apporter encore plus de problèmes dont on n'a même pas encore idée. Quelle est ta position dessus? Non, ce problème-là, je ne crois pas que ça puisse le résoudre. Je crois que de toute façon, c'est un problème inhérent au fait que le seul moyen de posséder des bitcoins, c'est de posséder une UTXO. Et donc, enfin, moi, ça me paraît vraiment être un problème insoluble. Tu vois, si on garde Bitcoin comme c'est aujourd'hui, et tout ce qu'on peut faire, c'est essayer d'optimiser les choses pour que autant de monde que possible puisse avoir une UTXO, au moins une. Mais Mais après, avec ce que je veux dire, c'est qu'avec un opcode aussi flexible que Opcat, on pourrait par exemple avoir un L2 BitVM ou autre chose similaire, très performant, ou un Liquid-like qui est vraiment bien décentralisé, et qu'ensuite on ait un Lightning en L3, et à ce moment-là, on aurait vraiment beaucoup de scalabilité, et on n'aurait pas à revenir sur le L1, juste enfin à revenir sur le L2. Mais c'est peut-être un peu trop Ouais. tiré par les cheveux. Enfin non, mais oui, oui, je vois ce que tu veux dire, mais enfin, j'ai l'impression qu'on revient toujours tu vois, si on prend l'exemple, même si on avait un liquide très décentralisé, enfin, tu vois, un truc, voilà. In fine, s'il y a un problème, les gens, ils veulent pas, ils veulent plus du LBTC, ils veulent du BTC. Bah, tu vois, et en gros, ce qu'on peut faire, c'est réduire les chances qu'il y ait des problèmes et qu'il y ait besoin de revenir on-chain, mais c'est juste que du point de vue... et donc, ce que je veux dire, c'est que ça peut très bien marcher en pratique, mais du point de vue théorique, ça restera toujours incomplet. Tu vois, ça me paraît être mathématiquement impossible, tu vois, de vraiment scaler la self-custody de Bitcoin, parce que mathématiquement, posséder du Bitcoin en self-custody, ça veut dire posséder une UTXO. Mais ça veut pas dire que c'est impossible en pratique. Et, euh, et c'est ça qui est un peu plus... Enfin, c'est intéressant aussi la partie théorique, mais ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est la partie pratique. Euh, et voilà, ouais. Oui, et puis si on doit scaler ce nombre d'UTXO,
bah, on revient au même problème que pendant la block size war où il faut soit augmenter la fréquence de blocs, soit la taille de blocs, etc. Donc on revient au même problème de base et on n'a pas résolu le problème au final. Ouais, et puis même si tu fais ça, t'as aussi d'autres limites sur le nombre d'UTXO euh, par personne. Donc, ouais, mais oui, oui, tout à fait. Oui, tu repousses la limite, quoi. Oui, voilà. Ouais. Mais quoi qu'il arrive, elle est toujours finie. Elle pourra jamais être infinie. Et une autre question, est-ce que au final, est-ce que avec les avancées de Lightning qu'on a depuis ces derniers mois et même années au final, est-ce qu'on ne pourrait pas juste scale Lightning à un niveau suffisant de ce que la demande aura pour du Bitcoin scalable sans avoir de L2 ou de Covenant ou autre? Euh, oui, alors après, il faut voir un peu ce qu'on appelle. Euh, il faut voir un peu quelle est la courbe de la demande, quoi. Euh, je trouve qu'effectivement, on a fait pas mal de progrès en termes d'usabilité, donc avec notamment les LSP, par exemple. Euh, je trouve que c'est vraiment, enfin, c'est entre guillemets facile aujourd'hui. Tu vois, tu fais installer Phoenix à quelqu'un, faut payer quelques milliers de sats de frais, et et t'as un wallet Lightning self-custodial où t'as pas besoin de te poser la question de la liquidité entrante. Tu sais que c'est bien tes sats à toi, qu'on va pas te les voler. Euh, Il y a des améliorations en termes de privacy dernièrement qu'on a eu avec Bolt 12 par exemple. Euh, donc je trouve qu'effectivement on suit un cap intéressant qui est l'amélioration de Lightning déjà actuellement en l'état, sans avoir besoin de modifier le protocole Bitcoin on-chain. Euh, je sais pas si tu penses à des améliorations en particulier par exemple. Non, non, pas spécialement, mais je me disais enfin, aussi au niveau de. Enfin, ce qu'on voit en fait aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas beaucoup de demandes on-chain. Et alors au final, on a un BTC qui est presque à des sommets en termes de prix. Et donc, je me dis, à terme, c'est un peu la discussion que j'avais, je sais pas si tu as écouté avec Abdel de Starknet il y a 2 semaines, je crois, où en fait, si d'ici, enfin, si dans les prochaines années, on a une adoption de Bitcoin un peu sur Lightning, un peu sur Liquid, un peu sur des wallets custodiales comme Blink ou Wallet of Satoshi, et un peu via les ETF, bah, au final, peut-être qu'on n'aura pas, tu vois, cette nécessité d'espace on-chain et du TXO. Et au final, peut-être qu'on scalera beaucoup, enfin assez, suffisamment, et qu'on n'aura pas besoin de Covenant ou de Apo ou autre. Ouais, mais à ça on pourrait te répondre que les gens n'utilisent pas Bitcoin, euh, le vrai Bitcoin, donc que ce soit Bitcoin on-chain, Oui, bien Lightning, sûr. etc. Parce Mm. qu'ils pensent qu'il y a trop de frais, que c'est trop cher, et du coup ils préfèrent rester sur les exchanges. Et, euh, et c'est un vrai truc, tu vois. Enfin, il y a plein de gens qui arrivent, qui découvrent un peu les cryptos en général, on va dire, qui restent persuadés que Bitcoin c'est super cher, etc. Donc, alors que, et c'était le cas même à des époques où le même pool pouvait se vider régulièrement. On était sur du 1 sat par byte, etc. Donc je pense que tu as un peu des stigmates qui peuvent remonter jusqu'à 2016, quoi, 2015, 2016, 2017, sur les époques où les moments où vraiment la chaîne était pleine et où on avait eu un début d'adoption, notamment dans le commerce, et qui a été un peu peut-être, c'est là où il faut reconnaître un peu que euh, les big blockers, ils n'ont pas inventé non plus le problème, quoi. Euh, et peut-être que ça a eu des répercussions et qu'on les mesure toujours aujourd'hui. Parce que moi, je préférerais, tu vois, typiquement que le volume euh, il se fasse on-chain plus que. Enfin, en tout cas, je trouve scaler via les exchanges régulés, c'est quand même le pire qui puisse arriver, quoi. C'est comme ça qu'on peut avoir une capture réglementaire euh, de Bitcoin assez facilement. Euh, donc tu as raison sur
effectivement, ça se trouve, on aura la scalabilité qu'on va avoir à se développer de manière un peu incrémentale suffira à accueillir l'usage. Mais est-ce que finalement, si on avait une plus grande capacité, ça permettrait pas de développer l'usage? Sachant que je pense que ce serait souhaitable que l'usage se développe. Mais ceci dit, c'est même pas sûr que ce soit le cas parce qu'il y a encore toute la question quasiment, enfin à la fois sociologique et philosophique de savoir si c'est vraiment ce que les gens veulent. Est-ce que les gens veulent la self-custody ou pas? C'est une question qui est pas forcément tranchée. Si ça se trouve, là, ça y est, euh, la part de la population que ça intéresse, elle utilise déjà Bitcoin. Et les autres gens, en fait, ça les intéresse pas tant que ça. Et donc, c'est pas très grave. Du coup, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin de scale Bitcoin. Et ça marche bien, bien comme c'est. C'était un peu la position des devs de Samurai, par exemple, tu vois, souvent qui trouvaient que Bitcoin, c'est un outil qui s'adresse pas forcément à tout le monde et qu'il n'y a pas forcément besoin de scale. Donc, je pense qu'on ne sait pas, en fait. La question est encore ouverte. Ouais, je suis d'accord. Enfin, c'est pas du tout un avenir souhaitable, je pense. Et quoi qu'il arrive, juste avec le temps, la sélection naturelle va faire que si tu n'as pas adopté Bitcoin de manière non custodiale, tu seras en marge de la société. Et donc, il faut quand même cette utilisation on-chain à un moment donné, cette utilisation non custodiale. Et voilà, je voulais juste me faire un peu l'avocat du diable pour quelques minutes. Et je sais pas, tu voulais rebondir? Non, non. Je mettais un pouce parce que je suis d'accord. Ok, ok. Et donc, ça fait presque déjà 1 heure qu'on est en live. Donc, si jamais il y a des questions dans l'audience, n'hésitez pas à soit les écrire ou à demander la parole. Et sinon, je vais te laisser te reposer. J'espère que ça allait, que c'est pas trop entendu. Non, ça a été, Ça franchement, va? ouais, Ok. on l'entend à peine. Je sais parce que tu me l'as dit que tu étais malade, mais sinon, j'aurais peut-être pas deviné. Ok. Et sinon, est-ce que toi-même, tu as quelque chose, je sais pas, à rajouter sur l'avenir de Lightning, de Bitcoin en général, quelque chose Ouais, attends, un truc dont on n'a pas parlé là, dans les développements récents autour de Bitcoin et Lightning aussi, c'est tout ce qui est. On est en train de changer de manière enfin, de fonctionnement de mempool, un peu. Euh, Où en gros, jusqu'à maintenant, on avait des règles sur est-ce qu'on accepte des transactions. Enfin, en gros, jusqu'à maintenant, jusqu'à l'avant-dernière version de Bitcoin, du coup, une transaction qui paye pas de frais, elle pouvait pas être acceptée par les nœuds qui faisaient tourner la version de Bitcoin Core normale, non modifiée. Euh, Même si ils utilisaient ces PFP, c'est-à-dire même s'il y avait une autre transaction qui dépensait l'output de cette première transaction en payant suffisamment de frais pour les deux. Euh, et donc c'était un peu dommage parce que finalement, bah, les mineurs, ils auraient bien voulu incorporer cette première transaction même si elle payait pas de frais. Et ça peut être super pratique de ne pas s'engager a priori sur les frais d'une transaction, notamment dans les protocoles comme Lightning. Euh, et donc ça, c'est assez excitant parce que bah, typiquement, c'est des trucs que Apo, par exemple, c'est l'une des parties de Lightning actuelle que Apo ne permet pas vraiment d'améliorer. Sauf si j'ai loupé un truc, mais je crois pas. Et donc là, on peut commencer à avoir en gros des transactions d'engagement Lightning où on n'a pas besoin de s'engager en amont sur le frais. On peut décider des frais de transaction au moment où on publie la transaction pour fermer le canal. Et ça enlève une source euh, bah, à la fois de la complexité de la gestion d'un canal Lightning et parfois des coûts aussi. Et puis ça enlève certaines sources de fermeture forcée qu'on pouvait avoir sur Lightning par le passé quand les nœuds n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur les frais de transaction sur lesquels s'engager à un instant T. Enfin voilà, c'est des petites améliorations comme ça. Et puis après, bien sûr, ça va avoir plein d'impacts. La nouvelle organisation du mempool, là, qu'on appelle Cluster Mempool, va avoir plein d'impacts par ailleurs. Mais voilà, je trouve ça assez intéressant. Je suis pas sûr qu'on en parle tant que ça en dehors des cercles un peu techniques. Euh, mais on a vu passer il n'y a pas si longtemps la première transaction Lightning de fermeture qui ne payait pas elle-même ses frais, mais où les frais étaient payés par
le CPFP qui dépensait ce qu'on appelle l'encore output sur la transaction de fermeture initiale. Et voilà, je trouve ça assez cool et c'est généralisable à plein de protocoles, à l'essentiel des protocoles multiparties, quoi, où c'est vachement utile de ne pas avoir à s'engager sur les frais au moment où on signe la transaction, mais à pouvoir les ajuster plus tard en fonction de l'état de congestion du même pool à un instant T. Oui, et puis il y a aussi le Slipstream, par exemple, qui a été lancé par Marathon, qui permet de contacter directement le mineur. Et Mempool.space aussi, qui a permis, même si c'est des solutions centralisées, donc c'est pas parfait, qui permet aussi de payer via Lightning directement plus de frais pour faire passer sa transaction. Enfin, Ouais. c'est d'autres trucs. Et il y a Théo qui est monté, je crois qu'il a une question. Bienvenue Théo. Yes, merci beaucoup. Et merci beaucoup pour cette discussion tous les deux. C'est hyper clair, super bien résumé. Donc ça se voit pas du tout que tu es malade, hein, t'inquiète, Fénis. Et du coup, ouais, j'avais une question qui m'est venue pendant que vous aviez votre discussion. Juste pour resituer, du coup, Any Prevout, si je dis pas de bêtises, ça permet de commit une signature directement sur les outputs en pointant sur les inputs d'une transaction en pointant vers une adresse sans spécifier des outputs. Donc d'une certaine manière, on va dire, c'est un schéma cryptographique différent pour permettre de créer des conditions, mais plutôt au niveau cryptographique dans Bitcoin. Là où on a d'autres propositions de Covenant dont vous aviez parlé, comme par exemple Opcat, qui vont plutôt proposer justement de nouveaux opcodes. Est-ce que ça fait sens de se dire que quelque part, quelque chose comme Apo, ça touche à une couche un peu moins basse dans Bitcoin et donc dans le spectre de toutes les choses pas trop anticipables que ça pourrait permettre et qu'on peut pas trop deviner à l'avance, c'est un peu le propre de l'interventionnisme, c'est moins risqué de faire un truc comme Apo que quelque chose qui introduit un nouvel opcode. Ou est-ce que ça, c'est pas forcément comme ça qu'il faut penser le sujet? Euh, Si, je pense que ça peut être une manière pertinente de le penser. Euh, Après, c'est vrai qu'il y a certains opcodes qui paraissent assez, tu vois, assez déterminés, quoi. Ça paraît difficile d'envisager que ça puisse faire des trucs qu'on n'a pas anticipés. Mais c'est clair que Apo, tu vois, vraiment, tout ce que ça change, c'est que ça te permet de, plutôt que, que la signature engage sur toute la transaction, ben, elle engage sur seulement une partie de la transaction et il y a des trucs que tu peux changer. Donc en l'occurrence, tu peux changer l'input de la transaction en suivant certaines règles. Et donc ça me paraît effectivement un peu plus léger et beaucoup plus circonscrit comme changement. Ok, ok, bah, très clair. Et si jamais j'ai le droit à une follow-up question, j'en ai une autre, mais sur un autre sujet. Vas-y, pas de souci. Ah, merci beaucoup. Tout à l'heure aussi, dans votre discussion, tu mentionnais qu'il y a pas mal de gens qui commencent à considérer aujourd'hui Lightning comme une technologie finalement de settlement entre différentes formes de Bitcoin Banks, si on peut le dire comme ça, que ce soit des Fedimint, des Minty Cash, enfin peu importe. Et j'ai l'impression personnellement que ça provient de un peu la compréhension empirique que bah, le compromis de Lightning, c'est que ça permet plein de bonnes choses, mais il y a quand même, il faut immobiliser la liquidité quelque part. Et ça, c'est un coût et ça crée aussi des forces de centralisation par pur effet d'incentive économique. Et donc, comme tu le mentionnais durant votre conversation avec Marius, au début, on était très enthousiaste et on s'attendait à ce que ce soit un truc très décentralisé, très équilibré en termes de graphes. Et finalement, bah, à cause de quelque part de cette économie d'échelle qu'on a à concentrer la liquidité sur des nœuds de routage, bah, on voit que c'est beaucoup utilisé comme ça. Et donc, quelque part, on forme l'idée que c'est pour ce use case-là que Lightning va vraiment apporter toute sa valeur. Et j'ai l'impression que du coup, enfin, des trucs comme Arc, des trucs comme les Channel Factory, etc., justement, on commence à réfléchir plutôt par rapport à cette contrainte de liquidité. Est-ce que pour toi, c'est vraiment la dimension dans laquelle ça se joue et quelque part, on touche un peu à un truc fondamental qui a plus grand-chose à voir avec finalement quelle est l'astuce technique qu'on va utiliser pour relever des challenges techniques, mais plus à
quelque part des trucs un peu fondamentaux sur bah voilà, des économies d'échelle et des incentives et des choses comme ça, où finalement, si on optimise dans une dimension, bah, on perd aussi dans l'autre. Et donc après, la question, c'est plus d'essayer des trucs et de voir ce qui fit mieux aux attentes des utilisateurs pour différents use cases, quoi. Ouais, je pense effectivement que les protocoles à base de LSP, les trucs comme Arc, enfin, en gros, souvent ça passe par un coordinateur, quoi. Ils résolvent quand même beaucoup de problèmes, à la fois du côté. Enfin, en gros, ils sont pas pires que la situation qu'on observe actuellement sur Lightning, où on a, comme tu l'as dit, une certaine concentration des acteurs parce qu'il y a des besoins en liquidité et donc en capital. Euh, Et et d'ailleurs, par contre, d'ailleurs, peut-être, juste désolé pour ajouter un truc aussi ouais, pour l'audience. Il y a les besoins en liquidité, je pense que c'est le facteur premier, mais il y a quand même aussi, et enfin, c'est bien de le mentionner, t'es bien placé pour le savoir, la complexité justement bah, de gérer un nœud Lightning. C'est clair que ça s'améliore beaucoup, mais dès que tu commences à devoir gérer du volume, moi je m'en suis rendu compte en arrivant chez Bull Bitcoin, et c'est quelque chose que je voyais pas trop avec mon pauvre petit Raspivlitz qui accommode aucune route sur le réseau. Mais c'est très difficile d'avoir un truc qui répond à une bonne expérience d'utilisation, parce qu'il va y avoir beaucoup d'échecs pour diverses raisons. C'est difficile de savoir pourquoi, etc., etc., quoi. ouais, carrément. Non, non, c'est sûr qu'il y a ce point-là aussi. Euh, et enfin, de toute façon, on le voit aussi, oui, la topologie qu'on observe par exemple sur Lightning, elle répond effectivement aux besoins, aux économies d'échelle en termes de capital, et aussi bah, à l'organisation que prend naturellement un réseau de ce type-là, avec ce qu'on appelle le modèle hub and spoke, donc en gros des gros hubs et autour desquels gravitent des plus petits hubs et les nœuds des utilisateurs finaux. Euh, et finalement, peut-être qu'il y a un argument à faire sur le fait que, quitte à ce que ce soit comme ça, donc avec un modèle un peu avec des hubs et donc des coordinateurs d'une certaine manière au milieu, autant éventuellement avoir des protocoles où on embrasse carrément cette topologie-là pour pouvoir en plus en extraire tous les avantages, et donc notamment des avantages en termes d'expérience utilisateur, où tu as besoin de moins d'interactivité, t'as pas besoin de te connecter régulièrement pour pouvoir vérifier qu'on n'est pas en train de te piquer tes fonds, etc. etc. Euh, donc effectivement, bah, je pense clairement c'est une direction qui est en train d'être explorée. Euh, Après, ça veut pas forcément dire que c'est la seule, mais, euh, mais clairement, on voit que Lightning a tendance à produire ce genre de topologie déjà actuellement, donc pourquoi ne pas en tirer le plein potentiel? D'ailleurs, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, enfin, c'est même pas que Lightning. J'ai l'impression que tous les trucs qui scale sous contrainte de manière un peu émergente, que ce soit les phénomènes biologiques, si tu regardes genre à quoi ça ressemble tes poumons, ça va ressembler beaucoup à ça. Même le scaling de liquidité sur un marché, enfin il y a plein de phénomènes comme ça où on retrouve un peu ces espèces de topographie dont tu parlais. Et souvent en fait, c'est juste que tu as des contraintes à différentes échelles, et donc le système quand il grossit, en optimisant par rapport à ces contraintes-là, il va un peu adopter comme ça. D'où le sens de ma question. Parfois, enfin, je suis très néophyte par rapport à tous les détails techniques dans ces discussions, mais j'ai un peu l'impression qu'on revient à des trucs un peu plus fondamentaux et qu'on retrouve aussi dans d'autres domaines, quoi. Ouais. Oui, oui, je pense clairement qu'on n'invente rien de ce point de vue-là. Et ce à quoi il faut faire attention, c'est à pas reproduire un peu à pas retomber dans certains travers qu'on a pu voir dans d'autres systèmes. Mais j'ai l'impression quand même qu'on a une certaine mobilité, une certaine plasticité, une liquidité dans les topologies des réseaux qu'on a et qui permet justement de, bah, si on a un peu les avantages d'une relative centralisation autour de certains hubs, tout en ayant la possibilité de réorganiser le réseau si jamais il y a un problème autour d'un de ces hubs-là. Ok, bah, merci beaucoup. Peut-être, si je peux encore abuser, tu as comment dire, une préférence de ton côté, enfin, par rapport à tous ces débats, ou une solution qui te paraît meilleure? Euh,
Non, pas, j'ai pas mon avis n'est pas tranché. Moi, je trouve qu'Annie Prevost quand même est assez. Ça fait très longtemps que c'est sur la table, c'est assez clair. Ça me paraît pas trop dangereux. Enfin, ça me paraît pas dangereux du tout. Euh, et après, bon, il y a même certains des Covenant où je sais même pas exactement ce qu'ils font, donc là, je pourrais pas me prononcer. Mais Annie Prevost, ça me paraît relativement bien placé. Mais après. Bon, j'ai l'impression qu'on est quand même un peu maintenant dans une situation où on a presque trop d'options et où ça suscite presque une forme d'immobilisme dans la communauté au sens large, tellement il y a de propositions différentes. Ouais, bah pour te donner un point de vue non technique, mais de quelqu'un qui passe beaucoup de temps à suivre ces discussions-là quand même, je pense aussi le problème, c'est que bah, vu qu'il y a beaucoup de propositions et qu'en plus elles touchent à plein de trucs différents, qui sont pas forcément en plus des aspects de Bitcoin dont on a forcément conscience quand on n'est pas développeur, c'est très difficile de comprendre et de se faire un avis, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis surtout, ouais, c'est difficile de comprendre tous les enjeux, quoi. Par exemple, sur Opcat, c'est très simple de code, c'est genre même pas 10 lignes de code, mais l'impact que ça pourrait avoir est assez énorme. Et nous, en tant que Ouais. simple utilisateur, c'est complexe de vraiment se projeter sur l'avenir de Bitcoin avec une réintégration d'Opcat. Ouais, je sais pas si tu as la même sensation, Marius, mais moi, quand je suis ces discussions-là, ou même là, quand je vous écoute, et d'ailleurs, c'est très bien que vous fassiez ça pour qu'on puisse mieux comprendre, mais je me dis surtout, prenez pas en compte mon avis, quoi. Enfin, genre, je me rends compte à quel point, enfin, ça donne une certaine dose d'humilité, genre, on devrait aussi beaucoup fermer nos gueules sur ces sujets-là de temps en temps, quoi. Ouais, je trouve que c'est important d'en parler pour que les gens soient au courant, tu vois. Mais c'est vrai que donner son avis, c'est quelque chose quand même de très personnel et ça appelle à l'utilisation de chacun, enfin, de ce que tout le monde fait de Bitcoin personnellement. Il y en a qui vont se dire, bah, j'aimerais bien avoir des applications plus complexes sur Bitcoin, donc je suis prêt à prendre le risque de si ça, alors que d'autres sont en mode, bah non, moi je veux juste vraiment que ce soit très pur. Et donc c'est aussi intéressant, tu vois, d'avoir des débats et d'apporter les paroles de chacun. Mais c'est très complexe et je pense que ça prendra encore plusieurs années avant qu'on ait un changement. Et c'est pas plus mal, vaut mieux avoir ça plutôt qu'un système à la Ethereum où tous les 2 ans le code change. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, c'est une question que je me posais ces derniers temps. Euh, Peut-être tu sauras, Fanis, est-ce que la plupart de ces propositions de Covenant, elles sont déjà activées sur Liquid, non? Je crois que ton micro est désactivé, Fanis. Allô? Tu l'entends, Théo? Non, pas du tout. Ah, il s'est déconnecté. Euh, Toc. Je vais le réinviter. Et voilà la joie de X. Toujours des petits bugs. Salut, salut. Re. On va dire que c'est la faute de Twitter. La question, ouais, je crois que j'ai entendu la fin de la question. Euh, Ouais, en fait, ma question c'était la plupart des propositions de Covenant qu'on a là, elles sont activées déjà sur Liquid, non? Il y en a au moins une partie, ouais. Et puis après, tu as aussi Bitcoin Inquisition, qui est un signet Bitcoin, où justement, qui est dédié à ce genre d'études. Donc Inquisition, c'est par rapport au fait que bah, les Covenants, en gros, ils apportent ce qu'on appelle de l'inquisition, donc c'est-à-dire en gros les... La chasse aux c'est- catholiques, ouais, je vois très bien. Ouais, voilà, exactement. C'est un peu, c'est un peu compliqué à expliquer comme concept, mais en gros qu'une transaction,
entre très gros guillemets parce qu'elle est consciente un peu de ses conditions de dépense, quoi. Euh, et donc il y a ce signet de Bitcoin Acquisition qui justement a vocation à implémenter pas mal de ces propositions pour qu'elles soient euh, testées, qu'on puisse voir comment elles se comportent, que des gens puissent jouer avec, éventuellement puissent développer certains des cas d'usage qui initialement justifient ce genre de proposition. Donc je ne sais pas exactement lesquels sont activés où. Euh, CTV par exemple, il me semble que c'est sur Liquid et c'est sûr que c'est sur Acquisition. Euh, il me semble qu'il commence à y en avoir pas mal sur Acquisition aussi. Et Euh, à ta connaissance, sur Inquisition, sur Liquid, il y a des teams ou des projets qui essayent de créer certaines des propositions de nouveaux L2 ou L3 dont vous avez parlé tout à l'heure, comme Arc et tout, pour quelque part au moins avoir une sandbox pour démontrer que, je sais pas, c'est faisable, avoir un petit peu de retour d'expérience sur comment ça marche, ou il y a encore rien de ce type-là? c'est une bonne question. Je sais pas. C'est une très bonne question. J'imagine, ouais, quand même qu'il doit y avoir ce genre de développement-là. Mais rien de. Enfin, j'ai rien dont je sois au courant, qui soit suffisamment live, on va dire, pour que je m'en sois rendu compte. Ce que j'ai vu, par contre, par exemple, c'est il y a des covenants sur Liquid qui permettent de. J'avais vu passer ça sur les swaps, justement, entre Lightning et Liquid. Il y avait certains covenants sur Liquid qui te permettaient de faire en sorte de rendre le swap complètement trustless. Alors, je sais plus exactement les détails. Mais en gros, quand tu recevais les sous sur Liquid, il n'y avait que toi qui pouvais les dépenser. Et donc, ça permettait de faciliter enfin, ouais, de rendre le swap trustless plus facilement. Alors théoriquement, j'en profite pour faire ma com, hein, mais les swaps balls qu'on utilise, ils sont trustless. Ouais, tout à fait. Après, je sais pas si c'est ça qu'ils utilisent, puisque j'ai pas fait mes devoirs, mais on pourra demander à Francis ou à Gilles, ils sont probablement répondre. Et d'ailleurs, enfin, au sujet des autres réseaux qui pourraient implémenter les covenants, il me semble que tu as déjà Opcat sur Bitcoin Cash et que Litecoin est en train de discuter pour. Enfin, j'ai entendu certaines personnes parler justement d'implémenter CTV ou je sais plus quel opcode. Donc, et Euh, d'ailleurs, sur Bitcoin Cash, ça fait un moment qu'il y a Ouais. Opcat et il y a pas eu vraiment d'attaque ou quoi. Donc, mm, ouais, non, mais c'est vrai qu'on sous-estime beaucoup leur valeur en tant que testnet, hein, à ceux-là. Mais du coup, ouais. ouais, ça peut être intéressant de voir comment ça se développe. Clairement. Bah ouais, quand. Pardon. Vas-y, vas-y. Non, vas-y, Mais ouais, excuse-moi. juste pour clôturer sur les swaps, effectivement, j'ai cherché parce que, comme tu le dis, ils sont déjà trustless. Donc, l'avantage des covenants Liquid, c'est que ça permet de réduire l'interactivité. Et donc, tu peux recevoir euh, un swap Lightning vers Liquid euh, sur Liquid sans avoir besoin d'être en ligne quand tu reçois, euh, mais tout en conservant le côté trustless. Alors que normalement, sinon, faut une interactivité entre les deux côtés. Ok, ouais. Bah après, dans le cas de notre wallet, nous, on l'utilise justement pour pas avoir à faire en sorte que l'utilisateur il run un nœud Lightning sur son téléphone et qu'il a géré ses channels et tout. Donc, de toute manière, c'est notre nœud quoi enfin, l'hypothèse de liveness, elle nous gêne pas trop. Mais c'est Ouais, vrai que pour d'autres types de wallets ou d'autres cas d'usage, ça peut être intéressant. ouais. Mais c'est parce que ouais, du coup, vous envoyez de Liquid vers Lightning. Ouais, en gros, on a notre nœud, enfin, comme si on était un LSP, tu vois, on a notre nœud Lightning. Et après, par contre, je mettais des guillemets dans tout ce que je vais dire, parce que c'est vraiment pas ce sur quoi je suis en train de bosser sur Bull Bitcoin, donc je n'ai pas tous les détails techniques. Mais il me semble que la manière dont ça fonctionne, c'est qu'en gros, à chaque fois que tu vas euh, vouloir payer un invoice ou recevoir un invoice ou recevoir un paiement via Lightning, etc., en fait, on va te faire un swap on the fly via du LBTC en passant par notre nœud Lightning. Donc, on reçoit le paiement sur notre nœud. Et alors l'aspect trustless, je pense que doit y avoir un tweak dans le HTLC ou quelque chose du coup de notre côté sur Lightning. Et après, toi, tu reçois des LBTC. Et ensuite, tu peux les recevoir on-chain si tu veux directement dans le wallet. Mais il n'y a pas de nœud Lightning entre guillemets sur le wallet pool Bitcoin quoi. En Ouais, fait,
tu as une seed qui te génère une adresse Bitcoin, enfin qui te génère, pardon, tu as une seed qui te sert à générer ton wallet Bitcoin et ton wallet liquide, mais il n'y a pas de wallet Lightning sur le wallet en lui-même. Ok. Bah, super intéressant. Merci pour tes questions, Théo. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Non, pas du tout. Merci beaucoup Ok. d'avoir répondu et d'avoir accepté d'aller dans autant de détails. Eh bien, merci à tous. Je pense qu'on peut clôturer là. On a même débordé un petit peu plus avec tous ces détails. Bah, merci à Théo d'être passé pour les questions. Merci à tout le monde dans l'audience. Je vous fais un coucou à tous. Et bah, merci à Fanny d'avoir accepté une seconde fois de venir dans cette émission. Et Merci à toi hein, de m'avoir invité de nouveau. bah, c'est un plaisir. Et on ne s'est jamais encore rencontré dans la vraie vie. J'espère Ouais, bientôt. ouais, moi aussi, c'est vrai que ce serait Parce, sympa. parce que je crois que tu n'étais pas au BF. Est-ce que tu seras à Lugano, par exemple? Non, je pense pas. Non, ok. Bon, bah, peut-être une autre fois, un autre Ça événement. finira par arriver. Un jour ou l'autre, ouais. Et bah, encore une fois, merci et bonne soirée à tous. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci beaucoup à vous deux. Bonne soirée.